Monsieur, au fond, il faudrait vous asseoir, s'il vous plaît. Les gens, même sur liste d'attente, ont le droit de s'asseoir, finalement. Donc, bonsoir. Voilà. Bienvenue ici. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est Xavier. Voilà. Non, parce qu'il y a plein de nouvelles têtes. Voilà. Je me la pète un peu, et puis je vais l'enlever après, parce qu'il fait quand même super chaud. Voilà, comme d'habitude, je fais une petite présentation avec, qui a un petit intérêt quand même. Je vais arrêter de dire que ça n'a pas d'intérêt parce que c'est pas vrai. Voilà, ce soir, vous savez pourquoi vous êtes venus, a priori. Oui, tout le monde sait pourquoi il est venu. Voilà. Non, mais Tom n'est pas là parce que Tom, il vient que pour la bouffe, donc c'est bon. Normalement, tout le monde vient pour la présentation aujourd'hui. Comme d'habitude, on finira par un petit buffet qui aura lieu ici, donc gracieusement offert par nos sponsors. C'est tout l'intérêt de la présentation, c'est citer nos magnifiques sponsors qui nous aident depuis 7 ans maintenant. Donc on les remercie beaucoup parce qu'on mange bien, on boit aussi un peu. Ça dépend des personnes. Donc merci aux Sphères, Ortis, Serial, Soprasteria, Calice et Ilem. Salut. Un petit tour sur les prochains événements. Alors d'habitude, je fais un peu le tour des événements qui ont lieu à Genève, mais j'ai l'impression qu'en dehors de Geneva Jug, c'est un peu mort en ce moment, donc je ne vous parlerai que de nous. Donc rendez-vous le 27 juin pour une session sur le machine learning avec TensorFlow par Lohan Tricot. On ne sera pas dans cette salle parce qu'elle n'est malheureusement pas disponible, ce sera sûrement à l'EPIA à confirmer. Voilà, donc Lohan Tricot qui, je pense, va vous bluffer un peu parce qu'il n'a que 17 ans, c'est ça? 16? Ouais, 16 ou 17, voilà. Ah, 17, non, il vient de fêter ses 17 ans. Et si vous arrivez à poser des questions à la fin, je vous paye un coup à boire après. Et j'ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps que le 20 septembre, on aura une soirée voilà, avec 3 Java Champions. Donc ils font une petite tournée européenne, donc on aura Kirk Pepperline, Gerrit Gunvald et Sébastien Dachner qui nous feront un petit topo sur Java E, un peu de Java FX aussi, je crois. Bah, c'est la spécialité de Gerrit, donc... Et puis, je ne sais plus le troisième sujet, mais voilà, un tour de Java E et tout ça. Et voilà, moi j'ai déjà terminé, hein, comme je vous ai dit, ça ne dure pas longtemps, je vais pouvoir enlever mon gilet. Je vous souhaite une bonne soirée. Et... je passe le câble. Et le micro aussi. J'ai plus le droit de parler. Le voyant batterie, il est éteint, c'est normal? Oui. Ok. Sur on là. Il s'allume et après il s'éteint. Ok. C'est bon? Bah écoute. C'est parti. Bonjour à tous. On est très content d'être ici. Donc bienvenue à cette présentation Reactive Spring. Moi je m'appelle Brian Clausel. Je travaille surtout sur Spring Framework, la partie web, et sur Spring Boot aussi. Et je vous présente Sébastien. Chaud. Sébastien Deleuze. Toi, tu Donc travailles, moi je bosse également sur Spring Framework. Je m'occupe aussi pas mal de la partie support Kotlin, dont on parlera à la fin du talk. Et puis voilà, sinon, ça marche. même sujet. Donc finalement, Reactive Spring, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler il y a plus de 2 ans, peut-être même 3 ans maintenant. On savait qu'il y avait une forte demande des gens d'avoir d'autres possibilités de runtime avec Spring, et puis on voyait aussi des tendances qui émergeaient. Et donc on a commencé à travailler sur le sujet, à voir comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser dans Spring, qu'est-ce que ça voulait dire. Et on a été à la recherche de cas d'utilisation et quel genre de problème ça résolvait déjà au quotidien. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'en production aujourd'hui, dans les problèmes courants qu'on peut avoir, donc quand on a une application qui fait appel à des services distants d'un côté, et puis qui a comme client des mobiles ou des navigateurs, des laptops, on peut avoir pas mal de cas d'utilisation du type certains clients qui utilisent des connexions persistantes, d'autres clients qui sont sur un réseau avec pas fiable du tout, avec de fortes latences,
donc là, les slow clients, comme on les appelle. On peut aussi faire appel à des services distants, et ces services distants, ils peuvent être très très lents, soit à cause du réseau, soit à cause d'eux-mêmes. Et en fait, tout ça va s'ajouter un peu comme contrainte à notre service. Tout ça va s'ajouter à notre service. Tout ça va s'ajouter comme contrainte à notre service, parce qu'en fait, on va passer beaucoup de temps à devoir gérer toutes ces communications et toutes ces contraintes. Et on peut le voir déjà sur des applications existantes, ça pose vraiment des problèmes au runtime. Alors pourquoi exactement on a ce problème? Parce que quand on adopte le modèle runtime suivant, donc bloquant avec Threadpool, on peut se retrouver dans un modèle comme ceci. Donc ici on voit on a des échanges requêtes-réponses sur la gauche, et on a la partie processing qui est notre rectangle violet. C'est une vision très très simplifiée, mais c'est pour montrer un peu la vision du problème. Donc pendant le processing, en fait, on a toujours un thread affecté à une requête, donc un thread qui est pris dans le pool de threads qui est affecté au traitement d'une requête pendant toute la vie de la requête response. Et finalement, donc pendant ce traitement, on a des lectures bloquantes, on a du processing qui peut être bloquant aussi, et des écritures bloquantes, pareil, donc soit sur des fichiers, sur des connexions, ou carrément sur les requêtes response telles qu'on les a. Et donc finalement, quand on est en train de lire ou d'écrire, tout ce qu'on peut lire, on le lit directement, et il y a un moment où on est en attente de nouvelles données, et c'est là où on est en lecture bloquante. Donc quand on regarde finalement nos serveurs quand ils sont en production en train de fonctionner, surtout dans les cas qu'on a cités précédemment, il y a beaucoup de temps où les threads sont en train d'attendre de pouvoir lire ou de pouvoir écrire. Donc ce n'est pas du temps utile à notre application, c'est du temps d'attente. Donc on peut toujours gérer les thread pools, essayer de faire autrement, mais il y a toujours certaines limites à ce modèle-là, où on passe plus de temps à faire du context switch quand on a trop de threads, et moins de temps à faire du vrai processing. Donc il y a d'autres modèles qui existent, et celui qui nous intéressait spécialement, c'était le modèle non bloquant, donc lecture-écriture non bloquante, tout ce qui est I/O, non bloquant, et modèle basé sur event loop. Donc là, encore une fois, vraiment simplifié. Au lieu d'avoir un thread par requête response, on va avoir un ou des I/O selectors dont le travail va être finalement d'orchestrer toutes les tâches qui vont se passer au runtime. Donc les lectures, les écritures et le processing. Donc quand on a des lectures ou des écritures qui vont arriver, c'est le I/O selector qui va prendre ça comme des événements et les empiler dans une boucle d'événements. Et on aura des worker threads dont le seul travail va être d'épiler ces tâches à exécuter, soit des lectures, des écritures ou du processing, et vont les exécuter. La différence avec le modèle précédent, c'est qu'on n'a jamais d'attente sur lecture ni écriture, et surtout, on a un nombre réduit de worker threads. Donc, généralement, c'est un nombre qui est lié au nombre de processeurs qu'on a sur notre serveur ou quelque chose dans le genre, mais c'est quelque chose qui est bien plus fixé que quand on utilise des thread pools. Donc là, la force de ce modèle-là, c'est qu'on passe d'un modèle qui est I/O bloquante à event-based. Et donc finalement, quelle que soit la latence des clients, des services distants ou même du réseau, finalement, ça a moins d'incidence ou pas du tout d'incidence sur notre modèle de runtime et la façon dont notre serveur va se comporter. Donc pour arriver à ce modèle-là, et surtout au niveau du modèle de programmation, il faut avoir des fondations solides et il faut avoir des librairies qui vraiment le permettent. Et ce n'était pas forcément le cas à l'époque où on a commencé à creuser le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir des Reactive Foundations. Et c'est Sébastien qui va vous en parler. Bon, le beeper il a pas l'air de bien marcher. Hop. Donc, ce qu'on a mis à la base des fondations réactives, c'est Reactive Streams. Donc, Reactive Streams, c'est une sorte de standard sur lequel on a travaillé chez Pivotal avec Lightman, avec Netflix, avec d'autres boîtes pour préciser la façon dont un publisher et un subscriber vont s'échanger des données. Donc, le principe, il est assez simple. On a donc un publisher qui cherche à envoyer des données, un subscriber qui va les recevoir. La première étape dans cet échange entre les deux, c'est le subscriber qui va souscrire à un publisher. Il va s'abonner et là, rien ne se passe.
pour qu'il y ait un échange de données, il va falloir que le subscriber demande des données. On n'est pas sur certains types d'échanges. Dès qu'on va s'abonner ou dès qu'on va faire une demande, on va recevoir des données. Là, il faut que ce soit le subscriber qui demande 1, 2, 3 éléments de données. Et le publisher ne pourra jamais envoyer plus de données que ce qui a été demandé. Donc ça permet d'éviter qu'un publisher, par exemple, un peu lent, se fasse dépasser par un subscriber un peu lent se fasse dépasser par un publisher qui enverrait trop de données. Dans le cas où on a une différence de rapidité entre les deux. Et donc, si le subscriber, par exemple, demande 3 éléments, s'il fait request de 3, alors on va avoir 3, donc c'est des événements. Chaque événement va contenir des données, ça peut être voilà, des chaînes de caractères, ça peut être des objets. Et donc, le publisher va envoyer ces données au subscriber et charge après au publisher de redemander éventuellement des données. Si on est dans le cas d'un échange de données qui est de type fini, eh ben on va avoir la fin de l'échange qui va être signifiée par un événement de type error ou complete. Complete, ça veut dire l'échange s'est bien terminé. On peut avoir aussi des types d'échanges de type flux infini qui se termineront par un cancel. Il n'y a jamais vraiment de fin, c'est quand le subscriber aura fini de l'utiliser que ça se terminera. Donc c'est ce qu'on appelle la back pressure, justement, c'est ce type de fonctionnement. Donc des bibliothèques basées sur Reactive Streams, il y en a plusieurs. On a RxJava qui, à partir de la version RxJava 2, utilise Reactive Streams. RxJava 1 supportait une sorte de back pressure, mais moins évolué, n'était pas basé sur ce standard de facto. On a Reactor qui, depuis la version 2, supporte Reactive Streams. Et puis également AkaStreams, qui est basé sur Reactive Streams, mais par contre qui ne l'expose pas sur son API public directement, donc il a une stratégie un petit peu différente de Reactor et de RxJava. Mais ces 3 bibliothèques implémentent Reactive Streams, et Reactive Streams, vous allez l'utiliser via des bibliothèques réactives qui l'utilisent pour préciser un peu, pour standardiser la façon dont ces éléments vont communiquer. Ça va vous permettre notamment d'améliorer l'interopérabilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des librairies qui sont basées par exemple sur RxJava, et vous utilisez Reactor, ou inversement, ça permet d'avoir une interop entre les libs qui est très bonne. Donc sur cette présentation aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à Reactor, qui est l'API réactive sur laquelle on a travaillé, mais la plupart des choses qu'on va voir peuvent s'appliquer si vous voulez utiliser RxJava dans votre application ou AkaStreams, ça marche pareil, via Reactive Streams notamment. Donc Reactor, c'est une API réactive sur laquelle on a travaillé chez Pivotal, qui est basée sur Reactive Streams et Java 8, qui est plutôt orienté usage côté serveur, de par la nécessité d'avoir Java 8 minimum, c'est vraiment optimisé pour un usage côté serveur. Côté Android, vu que ça utilise Java 8, c'est moins évident de déployer largement. L'API, elle est basée sur 2 types principaux qui sont Flux et Mono. Donc Flux, c'est un type qui est proche de ce que vous connaissez dans le monde RxJava, peut-être Observable, ce genre de choses. Donc c'est un type réactif qui est destiné à émettre de 0 à n éléments. Donc c'est utilisé pour des flux, c'est utilisé pour des collections. Et ça va vous proposer un ensemble d'opérateurs, c'est-à-dire des opérateurs qui vous permettent de transformer des données en entrée vers un autre type de sortie. On va voir un exemple un petit peu après. Si vous connaissez Observable, c'est le même principe et on a essayé de garder le même type de vocabulaire, c'est-à-dire que RxJava qui implémente Reactive Extensions, qui se retrouve dans différentes technologies, JavaScript, Scala, autres, Swift même. On a essayé de garder le même vocabulaire la plupart du temps, seulement quand il y avait des noms un peu bizarres comme AMB par exemple, on a utilisé First Emitting à la place parce qu'on trouvait ça plus explicite. Mais sinon, le but c'est vraiment de vous permettre de réutiliser la même connaissance et compétence en termes d'API réactive si vous connaissez déjà le monde Reactive Extensions. L'autre type qu'on a, c'est Mono. Donc Mono, c'est un type réactif qui est destiné à plutôt s'occuper des données qui correspondent à 0 ou 1 élément. Donc on peut faire correspondre ça à une sorte de promise, de futur, de completable future réactif. Et c'est aussi un type qui peut être utilisé quand on souhaite avoir aucun élément. Donc là, vous faites mono de void, et c'est quelque chose qui va juste émettre un signal de type complete ou error, quand vous n'avez pas forcément besoin de données à l'intérieur. Et l'ensemble d'opérateurs qui sont dans mono, du coup, sont adaptés au fait qu'il y a un seul élément. Donc il y a moins d'opérateurs que sur Flux. Ils ont des noms qui sont adaptés au fait qu'il y a un seul élément. Et vous, en termes d'API, ça vous permet de signifier quand vous retournez un Flux ou un mono, c'est comme quand vous retournez un seul élément ou une liste de quelque chose, ça vous permet de communiquer via le type le nombre d'éléments retournés. Donc là, on va prendre un petit exemple concrètement d'un service réactif. Donc là, vous voyez qu'on a... le but, ça va être de récupérer
de récupérer la météo au travers d'un service réactif. Donc fetch weather, il va prendre en entrée donc, voilà, une chaîne de caractères qui représente la ville, et on va renvoyer un mono de weather, c'est-à-dire on va renvoyer un type réactif qui est un peu comme un completable future, si vous voulez, qui va renvoyer le temps qu'il fait, mais via un événement plus tard, pas immédiatement lors de l'appel. Donc là, vous voyez qu'on fait main service.fetchWeather, et au lieu de faire de la programmation procédurale à avoir des différentes lignes, on va faire en fait des appels chaînés, donc c'est des API type fonctionnel, sur lesquels on va décrire en fait le pipeline réactif des opérations qui vont s'appliquer. Donc là, on appelle fetchWeather en proposant la location Lyon-France. Ensuite, on utilise l'opérateur timeout, qui est un opérateur proposé par l'API Mono, qui va définir que si on attend le résultat plus de 2 secondes, alors on génère une erreur. De manière à ne pas bloquer notre service trop longtemps. Si au bout de 2 secondes ça n'a pas répondu, on considère que voilà, y a de la friture sur la ligne et que ça ne va pas fonctionner. Ensuite, on définit que quand il y a une erreur, donc quand on attend plus de 2 secondes, on va loguer cette erreur et on va utiliser en secours un autre service. Le but des API réactifs, c'est aussi d'implémenter des services qui gèrent l'échec, les difficultés de connexion, etc. Donc là, si le service distant, qui est on va dire le service le plus précis, qui a les données les plus à jour, ne répond pas, alors on va utiliser une version, vous voyez le backup service.fetchWeather, on peut imaginer que c'est une version locale avec des données un peu plus vieilles, par contre, dont on est sûr qu'on pourra le joindre. Et comme ça vous permet de proposer un résultat à votre utilisateur qui, lui, veut savoir le temps sur Lyon, même si c'est une donnée un peu dégradée, un peu plus vieille. Ensuite, on va transformer cet objet weather donc avec un opérateur de type map. Vous voyez que ça prend après à chaque fois des lambdas en paramètres. Et donc, on va transformer cet objet weather en un message chaîne de caractères lisible par l'utilisateur final. Et donc là, pour l'instant, on n'a juste fait que définir le traitement qu'on va appliquer. Et le fait d'appeler subscribe, ça va lancer le processing de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va, au niveau de Reactive Streams, on va faire un request je sais plus, de long max ou de 1, et du coup, ça va lancer effectivement l'appel. Et donc, quand on a le résultat, on le log avec un niveau de type info. Donc, quand vous allez développer des services réactifs, vous allez utiliser ce type d'appel fonctionnel, chaîné, plutôt que des appels procéduraux avec une ligne pour chaque opération. À toi, Brian. Donc en fait, cette fondation réactive, elle nous sert pour le côté Reactive Streams, et elle nous sert aussi parce qu'on va le voir, si on veut avoir cet aspect non bloquant de partout, il nous faut avoir ces concepts-là au niveau de nos API, sinon on ne peut pas s'en sortir. Oui, le beeper, il est pas en forme. Ok. Donc en fait, si on peut comparer, pour se mettre les idées au clair, on va comparer entre une API dite bloquante et une API réactive, telle qu'on pourrait la voir. Donc si on regarde une API bloquante sur un repository, quelque chose type repository, donc quand on veut quand on veut obtenir plusieurs utilisateurs, ici sur le find all, on va recevoir une liste complète. Ça veut dire qu'on va attendre que la méthode s'exécute, et une fois que c'est exécuté, on aura en retour la liste complète de tous les utilisateurs, une fois que tous les utilisateurs ont été reçus. Donc on ne peut pas les avoir un par un ou que la moitié, on est obligé d'attendre la totalité avant d'avoir un retour de la part de la méthode. La même façon, si on veut sauvegarder un utilisateur dans notre repository, ici on n'a pas de type de retour, mais on a quand même un void qui va être bloquant. Donc l'exécution nous rendra la main que seulement quand l'utilisateur aura été persisté dans notre repository. Et ici aussi, ce qui n'est pas transparent, c'est que s'il y a une erreur qui se passe, c'est vraiment une exception qu'on recevra dans le flow d'exécution. C'est ça qui nous dira qu'on aura une erreur pendant le traitement. Donc si on veut comparer ça avec une API réactive, avec les mêmes concepts, cette fois-ci, ici, le find all, il va nous rendre la main tout de suite. Donc on aura en retour un flux de user. Et c'est ce flux-là qu'on pourra utiliser, qu'on pourra composer ailleurs, qui émettra des objets user dès qu'ils seront disponibles, un par un ou tous d'un coup. Mais on n'aura pas à attendre que tous les utilisateurs soient là pour avoir de nouveau la main pendant l'exécution. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les éléments sont reçus un par un dès qu'ils sont disponibles. Et à la fin, on a un onComplete
une fois que tout est terminé correctement. Pour le save, donc là on a une construction qui est un peu plus étrange. Au lieu d'avoir un void, on a un mono-void. Donc là c'est une sorte de convention qu'on utilise côté Spring pour exprimer en fait qu'on n'attend pas de valeur de retour, mais qu'on veut être notifié du succès ou de l'erreur d'une opération. Donc là, le mono void, il ne va jamais nous émettre un élément void, ça n'existe pas, mais par contre, on aura les signaux on-error ou on-complete, ce qui nous permettra de chaîner avec d'autres appels en cas d'erreur ou si tout va bien, continuer avec une autre exécution. Et puis, pour le type flux, en fait, là où il y a une autre étape à passer, c'est que le flux, on peut le voir un peu comme une collection, comme une liste asynchrone, en fait. Comme si on avait une callback avec notre liste complète. C'est un peu plus que ça, puisque comme je vous l'ai dit, on reçoit les éléments un par un. Mais en fait, on peut voir aussi ça comme un aspect, juste un stream, un flux de données avec tout l'aspect temporel qui va avec. Donc, quand on parle par exemple d'un flux d'user, on pourrait voir du coup un flux d'user comme un JSON array. Donc si on faisait une requête sur une API web, si on attend un flux de user en retour, on peut s'attendre à avoir ce genre d'échange. Donc c'est ce type de retour qu'on pourra avoir, c'est bien un array de user, un array d'objets, et ça peut être mappé sur ce type-là, donc comme une liste asynchrone au final. On pourrait le voir aussi comme un flux de données type server sent events, donc envoyé par le serveur. Donc là, toujours, on pourrait s'attendre à avoir un type flux de user, l'exprimer de la même façon, mais cette fois-ci, on va avoir du text event stream et on va recevoir les données au fur et à mesure, quand elles arrivent ou pas. Donc là, c'est vraiment ce côté-là qu'on peut exprimer avec le côté stream. Et de la même façon, donc ça c'est client-serveur, donc avec les browsers pour server sent events. De la même façon, on peut avoir la communication serveur-serveur avec JSON Stream, où là, pareil, c'est un autre type, un autre content type, mais de la même façon, on peut avoir les objets dès leur arrivée au fur et à mesure. Voilà pour démystifier un peu Flux et Mono, pour vous dire ce que ça... Voilà. Tiens. Ah non, ça sert à rien. Je vais y aller avec... Donc maintenant, on va parler de Reactive Spring et du support qu'on va intégrer dans Spring Framework 5. Donc Spring Framework 5, il utilise Reactor pour ses fondations réactives, c'est-à-dire que quand vous développez une bibliothèque ou une application réactive, vous devez choisir une implémentation. Voilà. On a vu que Reactive Stream, ce n'est pas quelque chose qu'on peut implémenter soi-même facilement, donc vous devez choisir. On a Reactive Stream pour faire l'interop entre les deux, donc ça permet d'être assez souple. Nous, on a choisi d'utiliser Reactor sur les fondations. Alors il y a pas mal de... Souvent on nous pose la question, pourquoi vous n'avez pas utilisé RxJava pour implémenter la partie réactive de Spring? Alors il y a pas mal de raisons. La première, c'est que quand on a commencé à travailler dessus, RxJava n'implémentait pas du tout Reactive Streams. Et pour nous, Reactive Streams, c'est vraiment la vraie fondation réactive en termes d'API. On n'a aucun contrôle sur l'évolution des API RxJava. Hein. Pour l'instant, on en est à RxJava 2, peut-être qu'il y a un RxJava 3, j'ai vu qu'il commençait à arriver. Il peut y avoir des changements d'API. Et nous, côté Spring, on s'engage, une fois que la GA de Spring 5 sera sortie, on s'engage à jamais casser les API. Et vous allez le voir, quand on utilise une API réactive, l'API de la lib réactive que vous utilisez, ben, en fait, elle va diffuser dans toute votre application. Et si on n'est pas capable de garantir la stabilité en termes d'API de la lib réactive que vous utilisez, ben, en fait, vous ne pouvez pas garantir la stabilité de l'API du framework que vous proposez. Et puis en termes de type également, RxJava a fait un choix qui est le leur, hein, chacun son truc. Ils ont choisi d'utiliser pas mal de... Ils ont différents types en fait réactifs. Nous on n'a que deux, Flux et Mono. Côté RxJava 2, vous avez Observable qui n'implémente pas Publisher, vous avez le type Flowable qui l'implémente, donc vous avez du Reactive Streams et du non-Reactive Streams. Vous avez des types Maybe, vous avez 5 types réactifs en fait différents. Et nous, notre expérience, quand on a commencé à faire des tests avec, c'est que quand vous implémentez une librairie réactive, quand vous avez 5 types différents, certains Reactive Streams, d'autres pas, et plein de variantes, c'est assez compliqué de savoir quel type utiliser. Donc nous, on a préféré avoir deux types Flux et Mono, c'est des choix d'API différents. Et on a préféré, nous, construire là-dessus, vous proposer de pouvoir l'utiliser côté utilisateur, mais aussi vous proposer d'utiliser la librairie réactive que vous préférez. Si vous préférez utiliser RxJava 2, RxJava 3, AKStreams ou que sais-je, c'est supporté out of the box. Donc, pourquoi Reactive Spring aussi? C'est que Reactive Spring, le support Reactive, il part de Spring Framework, c'est la fondation.
il part de Reactor, et également de Spring Framework. Mais ce qui est important, c'est que ça diffuse aussi sur tous les projets de la Galactic Spring, parce que quand vous faites une application réactive, c'est bien gentil d'avoir le noyau qui supporte Reactive, mais si vous avez une partie persistance qui est bloquante, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la partie Spring Framework, c'était une partie du job, mais le reste aussi, ça a été tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans avec les équipes Spring Data pour du coup proposer une version réactive de Spring Data, donc pour l'instant qui propose le support côté MongoDB, Redis et Cassandra, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Tout le travail qu'on a fait avec Rob depuis 2 ans sur le support de Spring Security, donc Spring Security 5 offrira un support de la partie réactive native. Donc c'est une partie un peu importante. Spring Boot qui va également supporter tout ça, Spring Cloud. Donc voilà, l'idée c'est que c'est pas juste Spring Framework, c'est de proposer un ensemble d'API réactives qui vont... le but c'est pas de dire on arrête de faire des API classiques bloquantes. Hein, on n'est vraiment pas sur un discours de dire tout le monde doit faire du réactive, bloquant c'est pour les losers, machin, c'est pas du tout ça. Spring MVC continue à être supporté et est une partie super importante de Spring Framework 5. La partie Spring Data bloquante, et bloquante c'est pas un gros mot, c'est une caractéristique, continue à être supportée et super pertinente pour plein de use cases. C'est juste que si vous faites du big data, si vous faites du streamé, si vous faites du event-based, si vous voulez gérer vos échanges de données avec du back pressure, vous avez une possibilité supplémentaire. Voilà. On n'arrête absolument pas de faire de la programmation classique, bloquante et procédurale comme on le faisait uniquement jusqu'à présent. Donc avec Reactive Spring, vous avez le choix d'utiliser la librairie réactive que vous voulez. Dans les faits, pour tout ce qui est modèle à base d'annotation, vous faites vraiment ce que vous voulez parce qu'en fait, vous utilisez le type que vous voulez en type de retour ou d'entrée et puis nous, on s'adapte. Pour les API, par exemple les clients HTTP ou les choses comme ça, là, on va plutôt proposer une API Reactor Reactive Streams de base qui pourra facilement s'interconnecter avec la librairie réactive de votre choix. Donc, du coup, on va plutôt proposer, vous montrer Reactor dans les prochains exemples. Donc, Spring Framework, dans la version 4, pour la partie web, c'est ça, donc c'est Spring MVC, que vous utilisez classiquement dans les applications Spring Boot, qui est basé sur l'API Servlet, qui est utilisé d'ailleurs dans l'API publique de Spring MVC. Et ça utilise un servlet container bien souvent embarqué comme Tomcat dans votre application Spring Boot. En termes de modèle de programmation, vous faites de la programmation par annotation avec add-controller, add-request mapping, c'est du classique. Donc sur Spring Framework 5, ce qu'on rajoute, c'est carrément un nouveau framework web parce qu'on ne peut pas construire du réactif sur des bases bloquantes. On peut faire des thread pools pour essayer de s'adapter, mais si on veut vraiment faire du réactif, toutes les API doivent être réactives. Donc les API servlet étant complètement bloquantes, les API et les types utilisés par Spring MVC étant bloquants, on n'avait pas d'autre solution que de recréer un nouveau framework. Alors on n'est pas non plus parti d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on a essayé de reprendre un peu des principes de handler mapping, etc., handler méthode. On a repris les mêmes building blocks, mais on a complètement revu l'architecture pour que ce soit tout basé sur des API non bloquantes. Et on a introduit donc un nouveau framework qui s'appelle Spring Web Flux. Donc Spring Web Flux, c'est l'équivalent réactif et non bloquant de Spring MVC, qui est basé sur une API HTTP Reactive Streams au lieu d'une API Servlet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune utilisation de l'API Servlet dans l'API publique de Spring Web Flux. Par contre, ça peut tourner sur du Servlet dans le sens où, vous voyez que sur l'étage en bas, on va pouvoir tourner sur du Servlet, donc la 3.1, c'est-à-dire les dernières versions de Tomcat, de Jetty, mais c'est vraiment utilisé comme couche vraiment tout en bas, comme moteur d'exécution. Et on va aussi permettre l'utilisation de moteurs comme Netty, comme Undertow, et puis je suppose qu'il y aura du support d'autres moteurs, donc ça ouvre des nouvelles possibilités. Mais c'est pas tout. Quand vous allez utiliser, vous allez voir des types réactifs dans votre application à base d'annotation, puisque donc ce Spring Web Flux est utilisable avec le même système d'annotation que vous utilisez sur le Spring MVC. On va voir des exemples, après vous inquiétez pas. Quand on commence à utiliser des API de type fonctionnel et réactive, on a peut-être envie aussi de faire le routing de votre application web autrement que par annotation. Et donc, en plus du modèle par annotation qui est supporté par Spring Web Flux et Spring MVC, on rajoute un modèle à base de lambda qui est supporté uniquement par la partie Spring Web Flux, et on vous montrera des exemples un petit peu après sur comment ça se concrétise, le fait de décrire vos routes d'application, non pas avec des annotations,
mais avec des lambdas. Donc, Spring Webflux, ce n'est pas uniquement un serveur. Sur Spring Framework 4 et Spring MVC, on était très centré sur le serveur quand même. Et puis, il y avait REST Template qui était un client HTTP qui est plutôt très utilisé, mais ce n'était pas forcément le gros focus qu'on avait. Et puis, voilà, donc, dans Spring Webflux, j'ai envie de dire, le client, il est aussi important que le serveur, puisque quand vous allez faire des archis un peu type microservices, vous allez utiliser un serveur qui va être requêté par un client, qui même va être requêté par un... Vous allez avoir une chaîne comme ça, et le client et le serveur vont être d'égale importance. Donc les deux sont super importants. Donc on a une nouvelle API Web Client, qui est un client HTTP réactif, qui va vous permettre de consommer des API streaming de type Twitter, ou ce que tu as montré tout à l'heure, des API de type Server Sent Events ou JSON Streaming, donc qui vont permettre de consommer non pas juste des requêtes avec une réponse, mais carrément des flux, et donc qui vont vous servir ça à base de flux de quelque chose. Ça, c'est un premier cas d'utilisation. Vous avez également l'intérêt, on a un peu vu tout à l'heure, des API réactifs, c'est que ça permet facilement de combiner des flux ou des données venant de différents éléments, de différents serveurs distants. Donc là, on peut imaginer, par exemple, requêter l'API Twitter de type streaming avec notre web client. Donc là, ça nous sort un flux de tweets. Également, à partir de ces flux de tweets, on va récupérer une information et requêter l'API REST de GitHub, et puis utiliser l'opérateur réactif zip pour merger ces deux résultats et sortir un flux de données métiers de tout ça. Donc on va pouvoir faire ce genre de choses. Le web client, il est aussi adapté à des API type streaming qu'à des use cases. Vous utilisez actuellement REST Template ou d'autres clients HTTP classiques, et vous pouvez comme ça après combiner les différents résultats. Donc voilà, Webflux, c'est un client et un serveur qui sont vraiment conçus pour bien fonctionner ensemble, et il y a des use cases sympas à faire avec tout ça. On a également optimisé l'implémentation pour partager certaines choses, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous utilisez un web client et un web handler qui utilisent chacun Netty comme moteur en interne, ils vont partager les mêmes event loops. On va optimiser l'allocation des buffers. Donc on a des types d'optimisation sympas en termes de runtime, de consommation mémoire et de CPU qui sont sympas. Et puis au niveau de la partie test, on a des capacités en termes de mock qui sont sympas, où en gros on va court-circuiter le fait que ça aille pas sur le réseau, et vous pouvez comme ça faire des tests en mode mock assez sympa. Et puis Web Client, c'est aussi une alternative sympa à REST Template, et j'ai envie de dire c'est aussi un très bon moyen de commencer à faire du réactif, même dans votre application Spring MVC qui sera basée sur Spring Boot 2 et Spring MVC 5. Vous pouvez très bien utiliser une application classique bloquante, et puis pour la partie client HTTP, utiliser Web Client parce que l'API, soyons francs, l'API de REST Template, elle est un peu rigide. Et donc, au fur et à mesure du temps qu'elle a grossi, il y a eu pas mal d'alternatives qui se sont ajoutées dans l'API. L'API de Web Client, c'est une API plus moderne, plus fluide, plus agréable à utiliser et plus flexible. Donc, dans une application Spring 5, même si vous faites du Spring MVC, vous serez, à mon avis, assez vite amené à utiliser Web Client, et on a déprécié la 5 REST Template en faveur de ce Web Client-là réactif. Donc je vais laisser Brian vous faire une démo de tout ça. Yep. Alors pour la démo, du coup, on a essayé de vous mettre dans un cas qui se rapproche un peu des cas d'utilisation dont vous parlez, un peu streaming, un peu asynchrone. Du coup, ce qu'on va vous montrer, c'est deux petites applications. Donc une CodeStream qui doit produire en mode stream des données boursières. On a perdu l'écran, je ne sais pas si c'est voulu. Attends, je remets. Non. On a trop tiré sur le câble. Alors, tchouk, ça va où? Là. C'est bon. C'est bon. Donc, on a deux applications, une CodeStream qui va publier des événements en mode streamé qui vont être des valeurs d'actions boursières. Donc, on a cette application dans un coin qui, elle, qu'elle utilise Webflux, Spring Boot 2 et la variante fonctionnelle
donc les router functions dont Sébastien parlait. Et on a une seconde application, Streaming Service, qui lui va utiliser une base de données Mongo avec donc Spring Data, la variante réactive de Spring Data Mongo, avec un driver réactive pour se connecter, et va requêter cette première application et va produire une interface web pour des browsers. Donc toute l'application et tout le code est ici sur GitHub. Donc il y a les applis, les différents commits, et on tweetera les slides après, tout ça, ne vous inquiétez pas. Et en plus, on a une branche Kotlin. Au début, on voulait essayer de faire plusieurs variantes, et finalement, avec le choix, ça fait une matrice de choix qui est un peu énorme. Donc on a fait une appli Gradle Java fonctionnelle et une appli Maven Java annotation, sachant qu'il y a la même chose tout en Kotlin dans une branche Kotlin, si vous voulez voir et comparer. Donc là, du coup... Tu veux un tabouret ou pas? Non, c'est rouge, bon, ça va aller. Ouais. Donc on a une application CodeStream, la première. Donc elle a été créée sur start.spring.io. Elle est basée sur la milestone 1 de Mais boot. peut-être en duplication d'écran, parce que là, c'est pas foufou. Je pense qu'elle l'aide déjà. Le Projo va nous lâcher pendant la présentation, je pense. Moniteur, ouais. Moniteur. Ouais, moniteur, et après disposition en haut. Voilà, et recopie vidéo. Non, il n'est pas content. Faut lui laisser le temps. On lui laisse le temps. Moi j'ai la résolution qui a changé, donc ça devrait être bon. Sinon on baisse, je sais pas. Ça y est, miracle, c'est parfait. Il y a de plus en plus d'artefacts, je sais pas. C'est bon, ça va aller. C'est de l'analogique. Donc on a une, bon. Donc on a une application, du coup j'ai plus besoin de zoomer. Du coup on a une application, comme je vous disais, Spring Boot Milestone 1, qui utilise Gradle, où dedans on a des objets quotes, donc c'est là où on a le ticker de l'action, son prix, le moment où le prix a été, le moment du prix. Un générateur de quotes, donc là c'est juste quelque chose qui fait un peu de random pour faire fructifier les valeurs, donc c'est pas du tout réaliste. Et donc là on a un routeur, donc là vous pourrez le voir dans le repository, c'est pour le routing, la partie routing, on peut avoir ce genre de choses là, du coup en mode fonctionnel. Donc on exprime les routes de cette façon-là, mais Sébastien il en parlera plus par la suite de toute façon. Et on a un handler qui lui va s'occuper de produire les quotes. Donc quand on fait tourner l'application, et on utilise ReactorNetty. On utilise ReactorNetty pour les deux, je crois. Ouais, mais bon, c'est passer de ReactorNetty à Tomcat ou à Jetty ou Undertow, c'est assez facile. C'est juste changer le starter. Par défaut, avec la stack réactive, on utilise ReactorNetty. Vous pouvez utiliser Tomcat, Jetty, Undertow. Mais le défaut, c'est ReactorNetty. Notamment parce que comme ça, on utilise le même moteur pour le client et pour le serveur. Comme ça fait une stack plus légère. Et puis c'est nativement une implémentation Reactive Streams, donc au niveau de la back pressure, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus, voilà, un petit peu mieux gérées, mais sinon les différents moteurs sont utilisables en prod, il n'y a pas de souci. C'est juste de la conf. Donc si on requête notre service, donc sur /quotes, on lui demande du stream JSON et en mode stream. Donc si on requête notre service, on va avoir notre stream de valeurs qui vont arriver les unes après les autres. Donc là, c'est intervalle fixe, c'est toutes les 200 millisecondes. Mais, donc voilà le genre de choses qu'on peut avoir directement en requêtant notre service. Maintenant, l'autre partie intéressante, c'est notre application Streaming Service, qui du coup est pareil, une application Spring Boot 2. On a cette fois-ci toujours nos quotes. On a quelque chose en plus ici, on a un user qu'on veut persister dans une base de données MongoDB. Donc c'est un reactive Mongo repository. Donc là on hérite de ça, mais on peut avoir d'autres méthodes comme vous voyez ici. On peut faire un find user GitHub ID, on a un mono de user. Donc là ici notre but, ça va être
ça va être d'exposer ça un peu au niveau web. Donc pour ça, on peut déjà créer un contrôleur. Donc notre contrôleur, en mode annotation, finalement, c'est à peu près pareil, hein. C'est un REST controller. On veut utiliser notre repository. Et on veut exposer des routes. Donc on voudrait avoir une route qui montre tous les utilisateurs de la base et une autre route qui nous expose utilisateur par utilisateur en connaissant son ID. Donc on peut avoir même un get mapping sur /users. Donc ça, on veut tous les users de notre base. Ici, on va chercher un flux de user. Fetch all. Donc là, on va bien utiliser flux. Et pour ça, il suffit de rechercher juste notre repository, find all. Voilà. Donc en faisant ça, on aura tous nos utilisateurs si on requête notre service. Donc là, je vais le tester. Donc c'est une base de données in-memory qu'on utilise ici en Mongo, mais sachez que vous pouvez vous connecter à une vraie base de données, bien sûr. Et au démarrage de l'application, on crée quelques utilisateurs dans la base. Donc on a créé un command line runner juste pour empiler des utilisateurs au démarrage de notre application. Voilà. Et donc, je lance mon navigateur. Hop. Donc, si je vais chercher /users, ici, on voit qu'on a bien donc, tous nos utilisateurs. Donc ça, c'est une petite extension qui fait les commentaires et qui fait le formatage, hein, mais c'est du JSON pur. Donc on voit bien qu'on a tous nos utilisateurs. Et si on veut faire la même chose, cette fois-ci, pour un seul utilisateur, c'est le même principe. Donc on peut faire un get mapping. Cette fois-ci, on veut /users avec un user en particulier. Et on veut un mono de user. Donc on veut un seul utilisateur. On va utiliser le type mono. On va avoir notre username ici. Donc, on va utiliser ça comme ça même. Hop. Et c'est une path variable. Du coup, on récupère bien ça du chemin. Et on va utiliser notre repository pour utiliser la méthode qu'on a créée, le find by GitHub user ID. Voilà. Donc, même principe. Donc là, je fais un stop and rerun parce qu'on a un bug dans DevTools pour Reactor-Netty en ce moment. Mais sachez que DevTools marche aussi. Là, si j'utilisais Tomcat, par exemple, je pouvais juste recompiler mon projet et ça redémarrerait tout ce qu'il faut. Donc là, ici, si je vais chercher Sébastien, on a bien juste l'entrée Sébastien. Donc là, la facile, c'était une API REST telle qu'on la connaît. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le même principe, mais cette fois-ci pour faire une vue web. Donc actuellement, avec Spring Framework et Boot, comme moteur de template, on supporte Mustache, FreeMarker et Thymeleaf 3. Donc voilà les trois qu'on supporte. Sachant que Thymeleaf a des petites choses en plus que les autres n'ont pas au niveau de la mechanical sympathy. Au niveau réactif, il y a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes que les autres n'ont pas encore. Mais là, pour aujourd'hui, c'est Thymeleaf. Donc si je regarde ma vue index que j'ai déjà préparée, donc on a juste une vue avec un menu et on va faire un petit tableau avec tous nos utilisateurs. On va itérer sur les utilisateurs de notre base et on va les afficher dans un tableau tout bête. Pour avoir ça, donc, il faut que je crée un contrôleur pour mapper la route. Donc je vais créer un home controller. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un REST controller, c'est un contrôleur normal. Donc je vais utiliser nécessairement aussi mon user repository. Même chose. Et je vais avoir un get mapping sur home, donc sur /. Et
si je voulais écrire finalement ma signature de contrôleur telle que je le fais avec Spring MVC, donc je retourne le nom de ma vue. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, c'est la vue index. Par contre, je suis un peu coincé en fait, parce que ici, si je demande à mon user repository, donne-moi la liste de mes utilisateurs, ce sera un flux, ce ne sera pas une liste. Et voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, parce que c'est vraiment interdit dans une application Spring Webflux de faire les subscribes nous-mêmes. C'est se rendre bloquant quelque part, c'est mettre un bout de bloquant en plein milieu de vos traitements web, c'est pas du tout les faire chercher. Donc finalement, c'est pas si différent que du modèle MVC. On va toujours demander à se faire injecter le modèle. On va toujours ajouter un attribut en disant users. Et le changement, c'est qu'ici, on peut empiler dans le modèle en fait des publishers. Et au runtime, au moment de l'exécution, de résoudre la vue, etc., c'est Spring Webflux qui va se charger de faire la résolution de manière asynchrone de tout ce qui se passe, donc les appels distants, les appels BDD, etc. Ça va se passer à ce niveau-là. Et là, même si ça marche aussi pour les autres types réactifs, c'est-à-dire que nous, on a un mécanisme générique d'adapteur réactif qui va permettre en fait en interne de convertir du React Java 2 par exemple ou du React Java 1 vers du Reactive Streams. Donc là-dedans, vous pouvez mettre un observable de React Java 1, un observable de React Java 2, un flowable, un maybe, ce que vous voulez. Nous, on saura l'interpréter et les libs de template qu'on intègre, elles n'ont pas à gérer tout ce support-là, donc c'est fait de manière transparente. Donc là, finalement, on est à peu près, on a montré des choses qui sont au niveau de ce qu'on pourrait déjà faire avec Spring MVC. Mais niveau API, on n'a pas encore utilisé toute la puissance de Flux et Mono. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, du coup, c'est pour l'onglet Quotes, on a une autre vue. Et cette vue, je vais vous la montrer. Voilà. Donc cette vue, elle utilise une librairie de graphes pour représenter des courbes. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir nos valeurs boursières en temps réel et les représenter, les tracer au fur et à mesure. Donc on a un peu de JavaScript pour faire le setup de notre graphe. Et ensuite, on a quelque chose d'intéressant ici. On a une fonction JavaScript qui va, en lui donnant une quote, donc une donnée d'une valeur, elle va ajouter cette quote aux valeurs pour qu'elle soit affichée en temps réel au tableau. Et là, on va utiliser Event Source. Donc là, c'est même pas une librairie, c'est pur JavaScript standard navigateur pour faire du server sent event. Donc le browser va faire une requête à quotesFeed, va attendre les données et dès qu'il va en recevoir, donc sur l'onMessage, il va parser les données et va faire appel à notre méthode. Donc là, le but, c'est d'avoir une vue et de faire appel à notre service distant et de piper un peu ces données au niveau de notre interface graphique. Donc ça peut paraître assez compliqué, mais en fait, avec ces concepts-là, ça va être plus facile qu'on le croit. Donc ici, toujours Home Controller. Donc là, déjà, je vais créer quelque chose de tout bête. Déjà, il me faut une vue sur quotes, donc juste pour afficher la page. Donc c'est tout bête. On va juste lui dire renvoie quotes. Donc là, c'est fait le rendu du template qui s'appelle quotes. Jusque-là, facile. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est avoir un endpoint server sent event qui envoie les bonnes données au navigateur. Donc pareil, get mapping. Cette fois-ci sur un path, on l'avait dit tout à l'heure, c'est quotes feed, t'avais attendu. Et ici, on produit un autre type, donc on produit un media type qui est text event stream. Non, c'est pas ça? Si. Si. C'est valide. Vas-y, passe après. Ouais. Je pense. Du coup, on va produire un flux de quotes dans le body de notre response. Voilà, c'est bon. Voilà, donc maintenant, il nous faut récupérer ce flux de quotes depuis notre service distant. Et donc ça tombe bien, on a un web client pour ça. Donc on va pouvoir utiliser notre web client. Donc pour l'utiliser, c'est facile. On peut lui faire create.
On lui donne l'URL de base, donc c'est localhost 8081. On va lui dire de faire une requête get sur l'URI qui est /quote. Ouais, c'était ça. Et on va récupérer le body. Donc si on fait exchange, on a la réponse où on peut avoir les headers, etc. Si on s'intéresse seulement au body, on peut faire retrieve et on lui demande de désérialiser le body comme des quotes. Donc voilà, donc ça, finalement, on se retrouve avec un flux de quotes depuis le service distant. Ce qu'on aimerait quand même avoir en plus, c'est avoir un peu de données, donc pouvoir loguer des choses au passage. Donc ça, on a un opérateur dans Reactor sur Mono et Flux qui est log. On peut lui donner des packages, des niveaux de log, etc. pour avoir une visibilité sur ce qui se passe en termes d'événements. Et aussi, ce qui nous intéresse surtout, c'est que si deux browsers différents finalement attaquent le même endpoint server sent event, on ne veut pas que notre serveur fasse deux requêtes différentes au service distant. Sinon, pour avoir les mêmes données au final, on va surcharger le service distant, ça n'a aucun intérêt. Donc pour faire ça, il y a un opérateur aussi sur Reactor qui s'appelle share. Donc share, ce qui va s'occuper, c'est de transmettre la demande à la suite, en amont du pipeline, à la première requête, au premier client qui s'inscrit, et au suivant, il va faire suivre juste les mêmes valeurs. Et au suivant, ainsi de suite. Donc il va mutualiser, il va faire une sorte de multicast, il va mutualiser les événements pour tout le monde. Et une fois que le dernier se déconnecte, il va lui-même renvoyer le message pour arrêter l'exécution. Donc pour faire ça de manière efficace, en fait, il faut partager. Là, ici, on a vraiment un flux de quotes. Et pour partager ça de manière efficace, finalement, on peut même l'utiliser de manière statique, comme un attribut de notre classe. Parce que le fait de faire ça, tant qu'aucun client ne subscribe à ce flux, il ne va rien se passer. Donc on peut créer autant d'instances de cette classe qu'on veut, il n'y aura jamais aucune requête qui sera transmise. Le moment où il y aura une requête qui sera transmise, c'est le moment où quelqu'un va souscrire à ce flux. Donc ici, dans notre cas, ce sera une requête qui arrivera et qui fera le travail. Donc plus que de vous dire des choses, je vais vous montrer. Voilà, pareil, on a toujours notre application avec Home. Ah, raté. Je vais même vous montrer l'inspecteur pour montrer ce qui se passe au niveau du réseau. Plus intéressant. Voilà. Donc ici, on a bien nos données qui sont ajoutées au fur et à mesure dans notre graphe en live. Et pour vous montrer ce qui se passe au niveau browser, on a bien fait un get sur notre feed qui est ici. Et si on fait... Ah, il remonte. Ah, ça... On te croit. Attendez. C'est un bug de l'inspecteur, je l'ai eu l'autre fois. Il faut que je fasse network. Je peux pas réduire sur que les SSI. C'est pas grave. C'est remis à jour à chaque fois. Ah. Comment j'avais fait l'autre fois pour filtrer voilà. Ah, feinte. Donc voilà, ici en fait on a la vue live en fait de ce qu'on a. On a un event stream, on a vraiment notre event stream. Donc on voit bien que c'est les response text event stream. Et on a dans notre browser la vue event stream avec les messages, chaque message qu'on a au niveau JSON et puis les temps au niveau browser. Ouais, et au niveau log serveur, donc ça c'est le premier serveur, le quote. Là on a rajouté du log aussi, on voit les onNext qui nous sont transmis à chaque fois. Donc on voit les tickers qui passent. Et si j'en rajoute un autre,
Pareil, on va partager les mêmes données. Donc, bien sûr, il y en a un qui est plus avancé que l'autre, mais on va partager les mêmes données. On voit que ça va toujours au même rythme. Et quand on va en annuler un, on a normalement un cancel qui est passé, là il est déjà passé. Mais si on annule le second, voilà, on a un cancel sur le service distant et on a bien un cancel sur le service de notre web app. Donc on a bien ce côté partagé qui est bien mis en œuvre dans notre appli. Je te remets la presse? Ouais. Tout bon? Et puis, si vous pouvez aussi merger les deux approches, c'est-à-dire que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais souvent sur les applications un peu dynamiques, vous faites un rendu initial côté serveur avec une bête vue, et puis la partie des données qui va arriver en live après, vous la rajoutez avec un SSE, avec du JavaScript derrière, c'est un peu ce qu'ils font côté Twitter ou ce genre d'application, c'est rendu initial côté serveur pour que ça aille vite, et après les données qui arrivent en mode mise à jour avec du serveur Saint Events, vous pouvez combiner les deux comme ça assez bien. Donc, maintenant, on va parler un peu plus de la partie fonctionnelle. Donc, il faut bien voir que la partie annotation et fonctionnelle, elle partage exactement le même moteur, et qu'après, c'est juste, entre guillemets, une façon pour vous de l'utiliser différemment en termes de syntaxe, et puis on va voir qu'il y a des petites particularités. Donc, la version qu'on a vue Webflux, assez proche au final du modèle Spring MVC par annotation, c'est celui-là. Là, on retrouve du coup notre endpoint server Saint Events qui va donc publier un flux, et c'est en version annotation Java. Si on prend la version fonctionnelle sans import statique, on voit que voilà, on écrit tout ça, c'est un petit peu verbeux quand même, donc on va le voir, et souvent vous allez l'utiliser en version avec des imports statiques pour diminuer la verbosité. Ça c'est bien, par contre quand vous allez développer des routes avec des routeurs avec des dizaines ou des vingtaines de routes, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de parenthèses imbriquées, et puis voilà, c'est pas forcément, c'est pas lié à l'API, hein, l'API et les building blocks sont bons, c'est juste qu'en Java, ce type d'API va être plus verbeux que dans d'autres langages. Donc, enchaînement incroyable, Kotlin. Donc, le but, dans Spring Framework 5, on a rajouté le support de Kotlin, qui est un support donc, officiel, hein, et on a essayé de faire en sorte que, du point de vue du développeur, Spring Framework 5 soit un framework Kotlin natif, avec tout ce qu'on peut espérer de ça. Et c'est particulièrement adapté à la partie fonctionnelle, puisque j'ai dit la partie routeur fonctionnelle, elle est assez verbeuse en Java. Et donc en Kotlin, on a réutilisé exactement les mêmes building blocks, donc vraiment les mêmes éléments, c'est juste que vous allez l'exprimer avec une syntaxe Kotlin un petit peu différente. Et là, vous voyez que ça même sans connaître Kotlin spécifiquement, ça se lit quand même plus facilement. Là, on a la chaîne de caractères, en fait, ça va donner un request condition de type, un predicate de type path. Donc ça va filtrer toutes les requêtes qui ont /code /feed. Le end, en fait, c'est une fonction de type infix, c'est-à-dire c'est une fonction dans laquelle en Kotlin on peut préciser qu'on peut omettre les parenthèses. C'est juste du sucre syntaxique pour pouvoir avoir une syntaxe comme ça qui se lit comme une phrase. Et puis notre accept, c'est une fonction qui prend en paramètre un media type. Et ça va permettre après d'exécuter le handler quand ces deux conditions matchent. Et vous pouvez utiliser or, not pour créer votre logique et créer vos predicates customisés. Maintenant, si on prend un autre exemple, donc là on a ce REST controller qui a un get mapping sur /users et puis un autre sur /users/id. Donc ça c'est la version Java annotation. Si on prend la version Kotlin fonctionnelle, vous voyez, il y a pas mal de des différences. Première différence, dans la version précédente, vos routes, elles sont forcément au niveau du handler. Hein. Chaque handler méthode a son annotation qui est au-dessus. Et donc, ça veut dire que vos routes, elles sont dispatchées dans toute votre application. C'est peut-être ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas du tout ce que vous voulez. Vous auriez peut-être voulu avoir un routeur centralisé. Donc, ce qui est intéressant avec la partie fonctionnelle, c'est que vous allez avoir la main sur la granularité que vous allez faire. Vous pouvez faire un seul routeur monolithique à un seul endroit. Vous pouvez le décomposer en 3, comme je l'ai fait dans cet exemple-là, ou vous pouvez mettre la route juste avant le handler à chaque fois, comme on le fait en mode annotation classique. Donc là, vous voyez que notre app router, c'est l'équivalent de la classe contrôleur qu'on avait un petit peu avant. Là, dans cet exemple, j'ai choisi de séparer les routeurs des handlers. Donc le routeur, c'est ce qui va définir quelle requête va matcher. Le handler, c'est l'implémentation vraiment du j'ai telle requête, j'envoie ça comme réponse. Parce que sur une vraie application, c'est quand même plus propre
séparer. On utilise des références vers des fonctions, comme on peut le faire en Java 8. Et on a cette syntaxe qui est assez lisible, même quand on a des gros, je vous montrerai des exemples après, mais quand on a des grosses applications, ça reste lisible et scalable. Mais vous avez également la possibilité d'avoir des routes imbriquées. Donc là, vous voyez que, par exemple, là, on avait 2 routes qui ont comme point commun de commencer par un préfixe /blog et puis de gérer des requêtes de type texte HTML. Vous allez comme ça pouvoir imbriquer différents niveaux de routeurs pour pouvoir mutualiser les conditions qui sont communes. L'intérêt, c'est que 1, c'est plus lisible. 2, c'est potentiellement plus rapide, puisque ça, c'est pas juste du sucre syntaxique pour l'affichage, c'est aussi l'arbre d'évaluation de vos routes. Quand la requête va rentrer, en fait, elles vont être évaluées en fonction des différents niveaux d'imbrication que vous allez définir. Donc, vous avez la main sur l'ordre d'évaluation et les performances. Et puis, voilà, en termes de syntaxe, c'est quand même beaucoup plus lisible et maintenable. Donc, vous avez vraiment la main sur le nombre de routeurs que vous faites, la granularité en profondeur en fonction du différents niveaux d'imbrication que vous pouvez faire. Donc, après, il y a différentes stratégies, c'est à vous de voir. Hein. On peut faire des routeurs spécialisés dans la partie plutôt API JSON, un autre sur la partie plutôt HTML. Vous pouvez le décomposer par rapport aux briques fonctionnelles de votre application. C'est assez souple. Mais c'est aussi beaucoup plus puissant, parce qu'en plus d'être une API fonctionnelle, c'est une API programmatique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des routes de manière dynamique en fonction d'éléments dynamiques. Donc, on va prendre l'exemple d'un CMS ou d'un e-commerce que vous implémentez avec Spring Web Flux. Avec le modèle par annotation, c'est pas évident, puisque imaginons que l'utilisateur va créer dynamiquement dans le back-office les pages, les boutiques, etc. Les routes que vous allez avoir, elles dépendent d'éléments dynamiques qu'il y a dans la BDD, dont vous n'êtes pas au courant quand vous développez l'application. Là, dans cet exemple-là, je crée des routes dynamiquement en fonction des boutiques qui sont créées dans un repository, et ça me permet de créer ça dynamiquement, soit juste au startup, soit être dynamique carrément. À chaque fois que je reçois une requête, j'évalue les différents trucs. Donc après, à gérer au niveau des performances, mais vous avez le choix de faire du très dynamique si vous avez besoin. Et pour des trucs de type CMS e-commerce, c'est un vrai cas d'utilisation. Donc, si vous voulez tester tout ça, et après on va détailler encore un petit peu avec Brian 2-3 nouveautés de Spring 5 en dehors de Reactive Spring, on vous conseille d'aller sur start.spring.io. Spring Framework 5, il est utilisable via Spring Boot 2, qui n'est pas encore sorti en version finale, mais si vous sélectionnez Spring Boot 2, là il y a la milestone 1 qui est sortie. Ensuite, vous sélectionnez Reactive Web dans la partie dépendance, et là vous avez un projet Spring Web Flux sur lequel vous pouvez commencer à vous amuser, soit en mode annotation, soit en mode fonctionnel. Vous pouvez rajouter du MongoDB réactif pour vous amuser avec également, et voilà, vous pouvez commencer à l'utiliser via ça. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps en fait. Ok. On va peut-être. Niveau chrono, on est comment? Ok. Bon, de toute façon, on va faire rapide et puis après on prend les questions ou on en discute après autour de l'apéro. Ouais, donc pour Spring 5, pour vous donner quelques points rapides. Donc côté Spring 4, on est toujours sur la 4.3, on fait encore des releases, mais la 4.3 c'est la dernière release avec des nouvelles fonctionnalités au niveau de la branche 4. Par contre, on vous garantit un support jusqu'en 2019, voire plus. Donc voilà, si vous êtes aujourd'hui sur une version 4 de Spring, si vous upgradez sur une 4.3, vous êtes tranquille pour plusieurs années. Et on continue toujours de supporter JDK 6, 7, 8, etc. Et puis on a fait beaucoup de choses sur cette release 4. On a fait pas mal de choses côté DI MVC, les annotations composées. Voilà, donc c'est des releases qui ont été très riches et sur lesquelles on va faire du support long terme. Vas-y. Côté Spring 5, on a déjà la RC1 qui est sortie, la RC2 la semaine prochaine, normalement. C'est sûr. Sûr. On a la GA qui est sûre, par contre sûre en juillet 2017. Donc concrètement, côté
Voilà, côté changement important de votre point de vue, on a enlevé des choses qui étaient dépréciées, on a fait un peu de ménage côté dépendance et une grosse baseline upgrade, donc là vous les voyez. Mais sinon, vous pouvez dès aujourd'hui facilement essayer la RC1 et voir s'il y a quelque chose qui casse ou pas. Mais niveau continuité d'API, comme d'habitude, on a fait vraiment très attention à rien casser dans vos applications. Donc si vous continuez Spring MVC et n'utilisez pas du tout les éléments Spring Reactive qu'on a présentés aujourd'hui, comme sur les autres versions, vous upgradez en version 5 et normalement ça passe plutôt bien. Le seul gros truc qu'on a enlevé, Portlet, plus. Voilà. Portlet au revoir Portlet. Et le support Velocity aussi. On est sans pitié, ouais. Le support Velocity, des petites choses qui étaient moins utilisées et qui seront de toute façon toujours supportées sur la version 4.3 jusqu'en 2019+. Je voulais vous montrer deux exemples de fonctionnalités sympas. Ça, c'est un petit zoom sur la partie Kotlin. Un exemple de fonctionnalité, quand je disais que Spring Framework 5 va fournir des fonctionnalités pour supporter nativement Kotlin. Quand vous utilisez par exemple l'API Mongo Template de Spring Data en Java, vous avez besoin de préciser la classe explicitement à cause du type Erasure. Vous ne pouvez pas récupérer cette information, on ne peut pas récupérer cette information et donc on vous demande de la fournir, même si dans ce cas-là, on stocke ça dans une liste de users. En Java, on ne peut pas récupérer cette information. En fait, dans Spring Framework 5, dans les jars Spring Framework 5, on intègre un ensemble d'extensions. Donc Kotlin, il offre la possibilité de rajouter des nouvelles fonctions sur des types existants. Ça nous évite d'avoir à créer des Kotlin machin, Kotlin truc. On a juste à rajouter des extensions sur les types existants que vous utilisez déjà en Java. Et donc, notamment, on a également ajouté ça côté Spring Data, c'est en cours d'intégration, pour utiliser ce qu'on appelle les types réifiés en Kotlin. Donc derrière ce gros mot, c'est une manière d'esquiver le problème du type Erasure en Java et de récupérer le type d'un paramètre générique. Donc concrètement, ça vous permet, au lieu d'écrire mongotemplate.findAll avec user.class en Java, là, ça vous permet en Kotlin d'écrire juste mongotemplate.findAll et il va dynamiquement récupérer l'information user au niveau du type. Vous pouvez aussi l'écrire avec ces syntaxes alternatives. Donc c'est ce genre de choses qui vont permettre d'écrire du code plus concis et plus rapide avec Kotlin. Une autre nouveauté qui a été introduite la semaine dernière et qui est encore en cours de travail en ce moment même, voire ce soir, voire demain dans le train, c'est la dernière grosse nouveauté qu'on vient d'ajouter, et c'est vachement important, c'est la partie null safety. Donc en Java, dans le système de type, on ne sait pas si un paramètre, une valeur de retour ou un champ est nul ou pas. Il faut croiser les doigts pour que la personne qui fasse l'API les précise dans la Javadoc sans l'oublier, et puis lire la Javadoc, ce qui arrive extrêmement souvent, comme chacun le sait. Donc c'est un problème. Kotlin supporte lui nativement ça dans son système de type. Donc en Kotlin, vous mettez le type avec un point d'interrogation après pour dire qu'il est nullable. Et par défaut, quand vous avez juste le type, ce truc-là ne peut jamais être nul et c'est vérifié à la compilation. L'élément nul, il existe toujours, sauf qu'au lieu d'attendre le runtime et d'avoir une pointer exception qui pète au runtime, on le sait lors de la compilation, donc c'est plus safe, donc c'est plus statiquement typé. Donc ce qu'on a introduit très récemment, c'est des annotations @nullable et @nonnullAPI qui permettent dans toutes les API Spring Framework, et sans doute on va également l'utiliser dans d'autres projets Spring, de préciser que par défaut, quand on a une valeur de retour ou un paramètre, par défaut c'est non nul, c'est-à-dire que cette valeur-là ne peut pas être nulle. Pour les paramètres ou les valeurs de retour qui peuvent être nulles, on les annote @nullable. Ça vous permet concrètement, ce travail qu'on est en train de faire, c'est si vous faites du Java, IntelliJ IDEA et Eclipse vont vous mettre des warnings si vous utilisez une valeur qui est nullable en type de retour sans vérifier, if nul, etc. Ça va vous envoyer une erreur si vous essayez de mettre nul sur un truc qui n'est pas annoté @nullable. Donc concrètement, ça va faire ce check lors de la compilation et rendre l'utilisation des API Spring plus safe. Vous pouvez également utiliser ces notations-là sur vos programmes à vous pour rendre ça plus safe. Et puis ça va permettre également, et c'est super important, si vous utilisez toute l'API Spring à partir de Kotlin, ça rend toute l'API Spring null safe, c'est-à-dire que vous saurez en Kotlin si ce truc-là peut être nullable ou pas. Donc concrètement, ça change beaucoup de choses parce que moi qui ai fait une grosse application Kotlin avec Spring, j'avais encore des null pointer exception parce que l'API Spring Data me renvoyait quelque chose qui était nul en fait et j'étais pas au courant de ça au niveau de l'API. Donc là, concrètement, ça veut dire que toute l'API de Spring
va être null safe et on le déclare explicitement dans l'API. Donc voilà, que vous soyez développeur Java ou Kotlin, je pense que c'est une grosse amélioration sur tout ça. Donc les annotations, c'est non-null API et nullable. Il y a déjà énormément de librairies qui ont introduit leur propre annotation nullable. Donc nous, on voulait essayer de la jouer un peu différemment. Donc on a introduit quand même les nôtres, mais pour une bonne raison. C'est qu'on les annote avec les méta-annotations de la JSR 305. Donc la JSR 305, en gros, c'est la JSR qui précise justement ces annotations @nullable, non-null, etc. et qui fournit aussi un système de méta-annotation assez flexible. Et l'idée, c'est que cette JSR, elle est dormante, elle n'a pas été acceptée par Oracle qui n'a pas décidé de mettre ça comme sujet important. Mais c'est quelque chose il y a un jar publié par Finebugs qui est pas mal utilisé. Et donc nous, on a annoté nos propres annotations avec les méta-annotations JSR 305, ce qui fait que le tooling, notamment IntelliJ IDEA, va pouvoir reconnaître nos annotations sans avoir de support spécifique pour les annotations Spring. Donc on est en train de travailler avec IntelliJ, avec les gens de JetBrains là-dessus. Kotlin va nativement reconnaître également ces méta-annotations JSR 305 et on espère que d'autres projets et d'autres librairies Java utiliseront le mécanisme, c'est-à-dire qu'au lieu de forcer les gens qui font IntelliJ IDEA, Finebugs, etc. à supporter les 10 milliards de versions nullable qui existent parce que chacun a fait la sienne, ils vont juste avoir à capitaliser sur ces méta-annotations JSR 305 pour avoir ce fonctionnement-là et on espère que ça va diffuser sur d'autres librairies Java pour permettre d'avoir des programmes et des API plus safe. Je te laisse finir avec Spring Boot 2. Et dernier mot, du coup, donc Spring Boot 2, donc c'est toujours en cours de développement. On a une milestone qui est déjà sortie. Je vous encourage vivement à la tester. Elle est vous pouvez la tester rapidement sur start.spring.io ou sur les projets que vous avez déjà. D'ailleurs, la démo tournait sur la milestone. La GA est prévue fin 2017. Donc pourquoi ce décalage ? C'est parce que Spring Framework, Spring, c'est pas seulement Spring Framework, hein, donc il y a tout l'écosystème autour. Et donc nous, notre but, c'est on a beaucoup de travail en interne et aussi on veut synchroniser tout le portfolio pour avoir une version de boot qui ne fait pas seulement une partie du portfolio Spring, mais qui fait tout ce à quoi vous vous attendez. Côté infra, Spring Boot 2 sera Java 8 minimum, Tomcat 8, Timeleaf 3, Hibernate 5.2. Donc ça, ces changements-là ont déjà été faits dans la milestone, donc si vous voulez tester les choses, c'est déjà le cas. On en profite pour faire pas mal de nettoyage en interne aussi. Donc je vous épargnerai tous les détails, mais les choses les plus marquantes, c'est Andy qui a réécrit totalement le plugin Gradle pour être plus en phase avec l'état de l'art Gradle. Et on est plus en contact aussi avec Gradleware pour faire les choses correctement et pour utiliser les dernières features de Gradle. Côté gestion de configuration aussi, donc tout ce qui est application.properties si vous utilisez boot. On avait dans les versions précédentes un relaxed binding trop relax pour le coup, parce que vous pouviez utiliser camel case, les points, les majuscules, les underscores dans tous les sens, et on faisait notre possible et ça marchait. Donc des fois ça marchait trop bien, parce que du coup c'est pas vous faire un cadeau que de faire marcher ce genre de cas. Donc on a revu un peu les choses, on est un peu plus strict sur le type de case que vous pouvez utiliser, mais concrètement tous les exemples qui marchent aujourd'hui de code qu'on a sur notre site et tout ce qu'on a dans notre doc, etc., ça continue de marcher comme avant, et on permet de faire des choses un peu plus sympas, du type s'il y a une propriété qui est mal formatée ou je ne sais quoi, on est capable de vous dire que la propriété elle vient de tel fichier, telle ligne, ou de telle source, telle ligne, tel endroit. Donc en mettant un peu plus de contraintes sur le formatting, on vous offre plus de fonctionnalités aussi. Et bien sûr, Actuator, aussi Metrics, on va réécrire les choses en partie en interne, et puis on va faire tout le support de ces choses-là réactives, sachant que le support réactive Webflux est déjà dans la milestone 1, puisque je vous l'ai montré, mais il y a tout un tas de choses comme Security, Actuator et Metrics qui ne sont pas encore là, et on va les faire pour les milestones suivantes. Voilà. C'est tout bon. Merci à tous. Vous avez des questions peut-être? Ou sinon ce sera là, après. On prend même les questions gênantes, il n'y a pas de souci. Oui, question gênante au fond.
Ben, ouais. Donc, pour répéter la question, c'est pour un projet qui démarrerait aujourd'hui et qui finirait en fin d'année, quel est le conseil? Vous voulez partir avec MVC ou Webflux, et s'il faut partir avec Spring 4 ou Spring 5, et bien sûr, du coup, Spring Boot 1 quelque chose ou 2 quelque chose pour le coup. Donc, bon, je vais répondre pour Boot déjà, tu peux répondre pour Webflux versus MVC. Très bien. Pour Boot, concrètement, ouais, je vous conseille de rester sur les versions existantes. Parce que si, voilà, dans ton application, tu vas sûrement avoir besoin peut-être d'actuator, sûrement de sécurité, et puis peut-être d'un peu plus de support dans Spring Data, etc. Donc on ajoute encore beaucoup de choses, mais pour l'instant, côté réactif, par exemple, on n'a pas de support de Spring Security dans la milestone actuelle. Donc construire tes features, ça va être très très difficile, et tu vas être soit être en attente des milestones à chaque fois qu'elles sortent, ou être obligé d'être sur les snapshots, et je ne te le conseille pas. On le fait sur nos démos, et ça nous a coûté quelques démos des fois. Donc voilà, de mon côté, Spring Boot 2, je le conseille pas, sachant que la 1.4, on a encore, à chaque fois on se dit qu'on fait une release tranquille avec des bug fixes, et à chaque fois on a une montagne de features, plein de pull requests, donc il y a toujours beaucoup de choses qui s'y passent. Non, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Après, moi j'organise une conférence qui s'appelle Mixit à Lyon. On est en prod avec la partie Spring Boot 2, Spring Framework 5. Ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ce qu'il ne faut pas faire. Depuis 2-3 mois, avec toute la stack réactive, fonctionnelle, enfin la totale, quoi. On n'a pas eu un seul problème de prod, donc c'est quand même relativement stable. Après, oui, au niveau des API, là, Spring Framework 5 sort bientôt, là, en juillet. Donc la partie Webflux, elle va être assez stable. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent dans Spring Framework 4. Donc si vous faites du Spring MVC classique, effectivement, je pense qu'il faut plutôt rester sur du Spring Boot 1 et rester sur la partie stable parce qu'il va y avoir des nouveautés, mais je pense que ça ne justifie pas le risque à prendre. Après, s'il y a une vraie plus-value à faire du réactif, à faire des applications streaming, forte charge, big data, etc., là, il n'y a pas vraiment d'équivalence sur la stack bloquante. Donc après, c'est à vous de gérer le risque. Il y a une stratégie dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressante. Vous pouvez également, avec Spring Webflux, sur la partie notamment avec la partie fonctionnelle, vous la jouez en mode micro-framework, c'est-à-dire utiliser uniquement Webflux sans boot. C'est-à-dire que c'est possible. Alors, il faut se réhabituer à faire des choses un peu à la main. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent une application encore plus légère, encore plus rapide, en maîtrisant plus de choses. On n'en a pas parlé, mais on fait on peut définir des bins avec une API fonctionnelle à la place de faire ça par annotation avec add configuration, add bin ou en XML. On peut faire une API full fonctionnelle sans aucun proxy CGlib en mode super léger. Voilà, il y a une branche l'application Mixit sur GitHub si vous voulez aller voir. C'est possible et là pour le coup à partir de juillet vous êtes sur une version GA sans éléments qui vont bouger. Par contre, vous n'avez pas les configuration properties, vous n'avez pas tous les starters de boot, il y a plein de choses que vous n'avez pas. Il faut penser à bien configurer son message properties pour gérer UTF-8. Voilà, il y a des trucs qu'on a oubliés. Donc, mais c'est aussi une option si vraiment vous voulez faire du fonctionnel réactif super léger. Il y a aussi l'option sur du mode microservice un peu léger d'y aller juste avec du Webflux puisque c'est un mode embarqué par défaut. Donc c'est aussi une option. Deuxième question. La question des benchmarks, est-ce que c'est plus rapide? Donc on a beaucoup de gens qui nous posent la question, on a des gens qui viennent avec des benchmarks et qui nous disent que ça devrait, pourquoi j'ai ces résultats, etc. Donc, déjà pour une mise au point, tous les benchmarks qui se basent sur client et serveur sur la même machine et encore pire sur un laptop, tous ces benchmarks, déjà vous les regardez même pas. Ensuite, tous les benchmarks qui se basent aussi sur une API REST qui renvoie tout le temps la même string ou tout le temps le même objet JSON sérialisé, et il y en a pas mal sur le web, c'est même pas la peine de les regarder aussi. Donc c'est difficile d'avoir un benchmark qui est représentatif de quelque chose d'un peu plus concret. Donc nous on en a fait, donc dans notre équipe on a plusieurs committeurs Tomcat, y compris Violetta, et Violetta elle a fait pas mal de bench en se plaçant avec donc, des vraies machines dans des data centers, avec plus ou moins de latence entre les deux, en simulant des choses avec client-serveur, etc. Donc, même en essayant de se mettre dans les cas spécifiques où
soit vraiment bourriner, avoir le plus possible de trafic, ou avoir un service lent et essayer de voir comment ou un slow client, du coup, comment ça se traduit. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on observe, c'est que, pour nos benches en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas forcément plus de throughput, on n'a pas forcément plus de meilleure latence ou quoi que ce soit. Par contre, enfin, dans le best case, par contre, quand ça se dégrade ou dans les cas un peu pourris, on est beaucoup plus stable en côté Webflux et on est beaucoup plus prédictible en fait. Donc c'est super parce que c'est ce qu'on cherchait. Et pour les cas où il y a des slow clients ou sinon beaucoup de trafic ou de la latence, ce qu'on observe, c'est que pour le même niveau de CPU, là où MVC gère 200 clients simultanés, non, pour moins, enfin, là où le MVC fait 200 clients simultanés en continu, Webflux, lui, avec moins de CPU, il en fait 800. Donc on a des cas qui sont quand même assez sympas, mais encore une fois, sur ces cas bien spécifiques avec de la latence, etc. Si on fait le benchmark classique de tout va bien, c'est totalement prédictible, j'ai pas de latence sur les services distants que je peux appeler et je fais juste du renvoi. Là, concrètement, si vous faites ce genre de benchmark, il y a de grandes chances pour que MVC avec un Tomcat et un thread pool bien configuré ait une meilleure performance que Webflux. Parce que Webflux, le côté réactive, asynchrone, on paye quand même un petit coup asynchrone de faire ce genre de choses. Et dans le best case où il n'y a pas de latence et où on est totalement prédictif, et finalement le bloquant c'est ce qui se comporte le mieux encore aujourd'hui. Parce que là en fait on rajoute un petit overhead qu'on a optimisé à mort. Je pense que voilà, Stéphane il a fait un gros travail là-dessus sur Reactor, mais du coup là en fait on va gérer de l'event-based qui forcément rajoute un petit overhead par rapport à juste du procédural classique. Par contre on a fait sur la partie réactive, il y a eu des tonnes et des tonnes de badges faits par David Karnock qui est le développeur principal de RegJava 2 et qui est également un des contributeurs majeurs de Reactor, puisqu'ils ont bossé, Stéphane et lui, sur le noyau de Reactor. Ils ont fait des micro-benchmarks dans tous les sens, et voilà, là on est dans une situation où Reactor et RxJava 2 sont quasiment au niveau de l'API Stream de Java 8, qui était la référence en termes de rapidité. Donc on n'a quasiment aucun overhead par rapport à ça. Là où d'autres libs comme AkaStreams par exemple sont beaucoup plus... Là, on a un gros décrochage en termes de performance, mais sinon, on est sur des très bons niveaux en termes de performance, très léger overhead, mais quasiment pas. Par contre, effectivement, comme tu le disais, là où ça matche bien, c'est quand on a de la latence, c'est quand on a beaucoup de connexions simultanées qui auraient provoqué beaucoup de threads. Là, en termes de scalabilité et de prédictibilité, on est bon. Donc, ça veut dire que là où, sur un serveur bloquant, quand on va se prendre un gros coup de stress en termes de charge, le serveur bloquant, il va s'écrouler, il va écrouler tout le monde, même les gens qui l'auraient peut-être pu servir. En réactif et en non bloquant, on va pouvoir continuer à servir les 1200 ou les 5000 utilisateurs qu'on est capable de servir. Et les autres, effectivement, ils ne seront pas servis, mais ceux qui seront en capacité d'être servis continueront à avoir une bonne qualité de service. Et ça, en termes de prédictibilité, ça change tout, quoi. Bon, vous avez peut-être soif et faim. Ouais. Normalement, il y a une question rituelle. Ah, une question rituelle? Pas déroger à la tradition? Non, maintenant. On vend la question de Nicolas à chaque... C'est quoi? Bon, pas de question de Nicolas aujourd'hui. Bon, parfait. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Donc,